fais toujours des entretiens de 1 heure. Beaucoup de gens, au bout d'une demi-heure, on a à peu près posé toutes les questions qu'on avait, etc. Et c'est là que du coup, ils sont obligés d'un peu baisser la garde. Et la deuxième demi-heure, c'est toujours là que je découvre le poteau rose. Donc vous avez une offre de Google et une autre offre de Meta. Et vous allez sur Blind et vous dites, j'ai tant d'années d'expérience, j'ai une offre pour tel job à tel prix. Et là, tout le monde se met à répondre en disant, là, tu es en train de te faire avoir, Google aurait pu te mettre 30 000 de plus. Je pense qu'il faut absolument s'enlever le référentiel français. Quand on parle de rémunération aux États-Unis, ça va être forcément indexé sur ce que cette personne est censée vous rapporter. Bonsoir à toutes et à tous. On a le plaisir de recevoir ce soir Armelle de Madre et Caroline Fauché-Winter. Pas d'erreur pour l'instant. Pas d'erreur, bonsoir. Enchanté. Pour un numéro spécial USA, donc c'est d'actualité, évidemment, pas besoin d'en rajouter. On voulait aborder avec vous, qui êtes les représentants de la French Tech à New York, un numéro spécial sur le scale aux USA. Donc bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Alors, vous êtes toutes les deux des spécialistes émérites des États-Unis. J'ai parlé un petit peu de Armelle qui a précédemment travaillé dans les ressources humaines, essentiellement chez Renault, une grande partie de ta carrière, mais aussi chez Arcadin, si je ne dis pas de bêtises, et également directrice des ressources humaines d'une société, une grosse société dans la tech, qui s'appelle Datadog, pour nos éditeurs qui connaissent, et également membre du Women's Forum et membre de l'International Women's Forum France. Pas de bêtises, Absolument. pas d'erreur. Jusque-là, tout va bien. Pas bien. Et Caroline qui est expatriée aux États-Unis depuis un peu plus de 20 ans ou 20 ans. Ça fait 20 ans exactement. Ça fait 20 ans cette année, qui en fait est coprésidente de la French Tech New York et qui en parallèle traduit 5 ans pour le Galion, qui est un groupe d'entrepreneurs fondateurs dans la tech, donc qui est très au fait de ce système-là et qui gère donc ces communautés d'entrepreneurs aux États-Unis et qui déploie leurs activités sur le sol américain. Tout à fait. Et parallèlement, experte en communication aussi dans le domaine de l'innovation depuis 25 ans. Tu vis dans quelle ville aux États-Unis? À New York. À New York. À New York. Ouais. Enfin, Brooklyn, qui fait partie de New York. C'est marrant, et ça, c'est Caroline, aussi. tu vois, New York aussi, quoi. Donc, double bon jeu ce soir. Where else? New York or nowhere. Exactement. Donc, est-ce que peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu, je pense, de vos parcours respectifs qui vous emmènent en fait aux États-Unis, pour qu'on ouvre un peu là-dessus. Alors moi, j'ai fait mes études à New York d'abord. Donc j'étais à Columbia où j'ai fait un bachelor en économie. Ensuite, je reviens en France parce que j'avais encore jamais habité en France à l'âge de 20 ans. Et j'ai fait poursuivi mes études à HEC. Et j'ai fait toute ma carrière à Paris. Et puis un beau jour, Datadog m'a appelé et me voilà reparti il y a 5 ans pour New York. Alors moi, c'est une histoire bien plus classique d'une certaine manière. J'étais déjà bien implantée dans le domaine des techs ici à Paris, au service d'une agence de presse spécialisée dans les technologies et au département startup.com même à l'époque. Hein, ah oui, voilà. Ah, ça faut pas le dire, on va le dire. Si, je l'ai dit, ça y est. La question à la fin sera quel âge a-t-elle il se trouve que mon mari avait déjà fondé sa première start-up et devait ouvrir le bureau à Washington. Dans les techs, innovation dans le domaine de la image recognition, computer science, etc. Et donc voilà, nous voilà partis en février 2004, juste pendant les primaires de l'élection à l'époque. Donc voilà, j'en suis à ma 5e élection présidentielle. Voilà. L'alternance. J'ai vu pas mal d'alternance, exactement. Donc Washington, puis 5 ans plus tard à New York. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à développer mes activités, non seulement au niveau des relations presse et des relations publiques dans le domaine des technologies, d'abord pour aider des entreprises américaines à s'implanter sur le sol français et européen, puis de plus en plus, grâce à l'avènement de la French Tech il y a une dizaine d'années maintenant, des entrepreneurs français, des sociétés françaises qui voulaient accroître leur visibilité et du coup leur part de marché aussi. Est-ce que la marque French Tech, elle est aussi puissante là-bas sur les États-Unis? Ça commence à venir. Alors, il faut avoir un chiffre en tête, c'est qu'en 18-19, il y avait 4-5 communautés French Tech en Amérique du Nord, Canada compris. Aujourd'hui, on en est à presque une quinzaine.
Donc, ça n'est pas nécessairement corrélé au nombre de startups qui viennent s'implanter aux États-Unis, mais en tout cas, c'est corrélé certainement à l'envie de ces expatriés français de vouloir aider, soutenir le réseau français à venir s'implanter aux États-Unis. Et on sait aujourd'hui, encore plus dans un marché qui est extrêmement compliqué au niveau des levées de fonds, que développer ces activités commerciales aux États-Unis devient un peu le passage obligé, en fait. Oui, et puis l'actualité récente fait que probablement il va y avoir un attrait prononcé pour s'installer encore plus là-bas, pour se développer, sur le marché qui va un peu plus se fermer. Je crois en réalité que ça s'est jamais vraiment arrêté. Il y a eu quelques instances dans la petite histoire de la French Tech où on a pu effectivement sentir que les entrepreneurs français revenaient sur le sol français ou bien avaient des réticences à venir s'installer physiquement avec femmes et enfants ou partenaires et enfants sur le sol américain. Mari et enfants, comme moi. Mari et enfants, exactement, partenaire, +1. Mais l'activité commerciale, je pense, a quand même toujours été pas mal dirigé vers les États-Unis. C'est quand même un marché qui aujourd'hui... Oui, c'est pas ça qui va changer du jour au lendemain, parce que... Non, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup cette question de l'actualité aidant. On a pas mal de CEO, de CEO de PME françaises et de TI qui se disent j'avais en projet de me développer aux US. Alors, ils savent tous que c'est pas forcément facile et c'est justement l'objectif. On va pouvoir y revenir un peu sur les choses trappes du développement aux US. Mais on sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup et avec des patrons qui se disent il faut quand même que j'ai une exposition de mon activité beaucoup plus significative aux États-Unis. Et il y a un fait aussi assez important, c'est que on se rend compte, malgré tout, après certains changements d'avis pour plein de raisons, mais on se rend compte que le développer ce marché américain s'accompagne de la nécessité d'avoir l'un des fondateurs, en tout cas des exécutives haut placés qui viennent aux États-Unis. Donc ça redynamise aussi l'ensemble des échanges qu'il peut y avoir entre les États-Unis et la France. Et franchement, quelle que soit l'administration, il y a toujours eu une relation très bénéfique et mutuelle entre les deux pays. Ça, c'est top. On va peut-être aborder le premier thème, là, justement, c'est le rôle de DRH et l'évolution de cette fonction. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le métier de DRH chez Datalogue et comment cette fonction a évolué ces dernières années? Parce que c'est pareil, c'est un métier qui est en pleine mutation. On voit sur beaucoup de sujets, recrutement des talents. Je parle même pas de télétravail, hein, mais tu vois les talents qui consomment maintenant de la boîte comme des médias. Enfin voilà, comment ce métier-là évolue en ce moment? Oui, alors ça a beaucoup évolué. Moi, quand je suis arrivée, j'avais une équipe de 40 personnes. À mon départ, il y a quelques semaines, c'était 250. Donc forcément, dans l'équipe RH, hein, spécifiquement. Oui, dans l'équipe RH, oui, voilà. Donc voilà, exactement. Donc le métier, forcément, il est très différent d'une façon ou de l'autre. Donc quand on veut s'implanter aux États-Unis, forcément, la première chose à faire, c'est de la croissance. Donc le premier rôle du DRH, c'est d'assurer qu'il y ait un recrutement efficace et rapide et à la hauteur de ce dont on a besoin pour développer son chiffre. Donc, une fois qu'on a recruté les gens, il faut essayer de les rendre heureux et productifs et de les retenir. Donc, ça, c'est le deuxième volet où le DRH intervient. Donc, vraiment développer la compétence de la personne, lui faire un parcours de carrière qui l'intéresse, le rémunérer, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Il y a ces deux volets-là pour garder quelqu'un, le développer et le rémunérer. L'un sur l'autre, c'est jamais possible. Et puis après, il y a tous les sujets plus opérationnels, du style, évidemment, il faut les payer, etc. Enfin, il y a tout les opérations, on va dire, des ressources humaines. Mais voilà, pour se développer, le recrutement. Parce qu'on peut peut-être faire un focus justement sur le développement, parce que quand tu dois ouvrir une filiale ou te développer dans un autre pays, tu as une masse de salariés importante, j'imagine, à recruter d'un coup, ou c'est graduel? Non, c'est toujours très graduel, et vraiment, je préconise de toujours le faire de façon graduelle pour d'abord voir comment le marché des candidats répond. Parce que, par exemple, le positionnement salarial, le positionnement de l'image, etc., est pas forcément le bon. Et puis, très vite, dès qu'on a, en général, on démarre avec un sales, tout simplement, voir comment le marché répond au produit, quoi. Et donc, d'ajuster en fonction de la réponse du marché. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, comme disait Caroline, d'avoir le CEO ou un C-level
français qui part aux États-Unis parce que ça va également leur permettre de bien comprendre la réponse du marché à leurs produits. Donc c'est beaucoup plus que juste une dimension commerciale, c'est aussi une dimension roadmap et de voir comment est-ce que je fais évoluer mon produit et est-ce que ça résonne avec le marché ou pas. Et peut-être ce qui est intéressant, puisque tu as eu quand même des expériences de DRH dans des groupes, tu as été chez Arcana en France, Renault Arcana, le métier il est différent entre les US, le métier de DRH entre ce que tu pouvais faire en France et ce que tu fais aux US. Déjà la loi elle est pas la même, non là-bas. Absolument, oui. Donc, je dirais les grandes lignes, c'est-à-dire recruter et puis fidéliser, ça reste absolument vrai. La façon dont on va le faire est quand même très différente. Et ça, je pense que c'est vraiment un étonnement qu'on a, même quand, par exemple, moi, j'avais fait mes études aux États-Unis, donc j'étais déjà très familiarisée avec les États-Unis, etc. On arrive là-bas, waouh, c'est vraiment totalement différent, quoi. Donc, il faut se réinventer et s'adapter à la culture qui est fondamentalement différente. Après, il va y avoir les aspects plus techniques, comme tu mentionnais, par exemple, le contrat de travail, il va pas être le même, les benefits, c'est pas la même chose, les assurances santé sont très différentes, mais je dirais ça, c'est une conséquence plutôt que vraiment le fond de la différence. Et est-ce que le job de RH, parce qu'on parle beaucoup là de talent acquisition, talent retention, mais est-ce que sur les aspects d'orga, tu vois, il y a tout un côté stratégique dans la partie DRH qui est de conseiller aussi le COMEX sur finalement les rôles, les répartitions, qui fait quoi, etc. Ça, on voit en France que c'est souvent un aspect d'ailleurs qui est pas très développé dans les PME et quand tu regardes un organigramme, il t'as jamais le même, etc. Et parfois tu te dis on fait passer beaucoup d'orga là-dessus. Comment tu vois aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé cet aspect orga, le DRH est beaucoup plus près du COMEX. Moi je trouve que c'est en France ça doit l'être aussi, hein. Enfin c'est toujours comme ça que moi j'ai vu ma mission, c'est-à-dire que le but du DRH c'est d'aider l'entreprise à croître autant que possible, aussi vite que possible. Donc, c'est déjà d'avoir une compréhension du business et de se dire quelle est l'organisation qui va permettre d'atteindre ce but. Donc, pour moi, c'est vraiment une première chose. Le deuxième sujet, c'est la proximité avec le COMEX, parce que finalement, qu'est-ce qui peut leur parler librement et vraiment avoir un rôle presque de coach dans certaines situations, c'est le DRH, parce que il peut vraiment prendre cette posture de recul et d'être proche de ces C-level, quoi. Non, d'ailleurs, ça c'est peut-être un élément d'évolution de la fonction, parce qu'avant, on avait l'image d'un DRH peut-être un peu old school, planqué dans une tour. Maintenant, ça change complètement, surtout dans des entreprises de cette taille-là, quoi. Bah oui, enfin, très très vite, de toute façon, quand on recrute beaucoup, il se pose très très vite des questions d'organisation. C'est-à-dire que l'organisation, par exemple, si je prends ma dernière entreprise Datadog, je suis arrivé, on était 1200, je suis reparti, on était 6000. Donc ça fait vraiment des taux de croissance absolument phénoménaux. Et donc on est en permanence en train de faire évoluer l'organisation. Donc c'est évidemment le C-level de la fonction qui connaît le mieux sa propre organisation. Mais je pense qu'en tant que DRH, on a vraiment un rôle important à les faire accoucher à quelle est la meilleure organisation et comment ils se structurent pour être le plus performant. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est plus juste un métier où tu appliques la loi et tout, c'est vraiment un métier qui devient un peu technique, très business pour aider, stratégique pour aider des C-level à surperformer dans des équipes qui sont en croissance, quoi. Et toutes les deux, vous avez une bonne connaissance du marché US. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu on a pas mal discuté, Armel, mais sur le contexte du marché, il est quand même assez différent, notamment dans les processus de recrutement, dans tu vois, la vitesse à laquelle ça va pour embaucher. Vous pouvez nous parler un peu de ces différences du marché ? Il y a un aspect que moi j'ai pu constater au travers de mes relations et échanges avec tous ces entrepreneurs, parce qu'effectivement Armel travaillait dernièrement pour une société qui est américaine, certes créée par 2 Français, mais toutefois américaine. Donc ils étaient déjà au fait de la culture, comment... Voilà, exactement. En revanche, quand on a des entrepreneurs, surtout avec des sociétés qui sont de taille plus modeste, hein, qui arrivent sur le marché américain, il y a quand même une différence culturelle qui d'ailleurs existe dans plein d'autres domaines. Au niveau de la com, c'est flagrant. Au niveau du recrutement et du DRH, c'est évidemment très flagrant, du développement sales, etc. Enfin, il y a un vrai
on ne mesure pas, je trouve, encore assez la différence, le gap culturel qui peut exister entre les Français et les Américains. On pense que parce qu'on mange du McDo et qu'on met des Converge, je caricature un peu, mais c'est un peu ça l'idée. C'est comme ça que Julien pense, en tout cas. Oui, oui. D'ailleurs, j'étais en train de penser. Faut lui en avoir parlé juste avant. Hein. J'étais en train de dire ce que je prends le menu Big Mac. Il m'a dit c'est bon, je suis un spécialiste, j'étais à McDo avec mes enfants ce week-end, ça va. Ah, va dire, mais pourquoi je suis venu? C'est quoi ces deux codes? Il reste combien de temps? Et donc, du coup, ces différences culturelles, je les vois notamment, étant française moi-même, dans le fait que l'équilibre, la relation entre l'employeur potentiel et le candidat est pas du tout la même qu'en France. En France, on est demandeur d'emploi, on est quelque part pas forcément au même niveau quand on vient passer un entretien, quand on envoie son CV, quand on postule à une offre. Aux États-Unis, le marché du travail est beaucoup plus fluide. On part, on vient, on peut démissionner du jour au lendemain ou se faire virer du jour au lendemain, peu importe, mais en tout cas, il n'y a pas de stigma nécessairement associé au fait qu'on soit sans emploi ou qu'un employé ait quitté sa société. Et du coup, ça c'est un petit peu plus facile d'une certaine manière, mais ça exige aussi de la part de l'employeur potentiel et de faire en sorte d'être attractif dès le début vis-à-vis de ce candidat. C'est-à-dire qu'il doit se vendre aussi bien commercialement auprès de ses clients que ses futurs La collaborateurs. marque employeur aux États-Unis est très importante et c'est pour ça on en parlait la dernière fois, mais même au niveau marketing et presse, tous les awards qu'on peut voir dans la presse de Best Company to Work, etc. sont extrêmement prisés parce que et les Glassdoor et ce genre de rankings sont vraiment très très importants parce que les employés ont besoin de savoir si ça vaut le coup et c'est vraiment très prédominant, ce qui est peut-être encore pas tout à fait ici en fait pour les raisons qu'on connaît qui sont liées au marché quoi. Pour donner un chiffre, le préavis aux États-Unis, c'est 2 semaines et en France, c'est 3 mois. Donc, il y a un écart de 1 à 6. Et je pense qu'on retrouve cet écart de 1 à 6 dans à peu près tout, quoi. Dans la vitesse de recrutement, dans la durée des entretiens, dans vraiment, c'est complètement une autre échelle. Ça s'applique au recrutement, mais ça s'applique à peu près à tout le reste, hein, aux États-Unis. C'est vraiment extrêmement performant. Il y a un niveau de service qui est extrêmement rapide. Et donc, c'est vrai qu'il faut absolument changer de braquet quand on passe de la France aux États-Unis pour... Ce que si j'essaie de transposer au marché français, c'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que là-bas, c'est quasiment, ils te vendent une expérience. Ils se vendent comme un produit, quoi. Tout à fait. Ils ont un storytelling. Hein, le CV, il est complètement formaté. Et donc, c'est vrai qu'il y a une belle histoire à raconter. Et du coup, il faut se méfier parce que ceux qui tournent le plus d'une entreprise à l'autre sont aussi ceux qui racontent le mieux leur histoire. Donc, du coup, J'étais très impressionné. Tu m'as parlé du turnover. Et en fait, quand tu regardes, toi, un des choses trappes que tu regardes, enfin, des trucs que tu regardes, c'est la durée moyenne dans le poste. Et tu sais que t'es hyper sensible à ça. Parce que tu vois beaucoup de candidats qui passent d'un job à l'autre, qui font des sauts de puce. Et... Tout le temps. Il y a des gens, ils ont bossé 10 ans, ils ont fait 10 boîtes. Et la 11e boîte, fallait les embaucher. Hein. C'est pas un problème. Mais personnellement, je suis complètement réfractaire à ça. Je pense qu'on n'a pas le temps de prouver réellement ce qu'on fait dans un job si on n'a pas passé à minima 2 ans. Et donc, du coup, on avait mis en place une politique qui était de dire si en moyenne, t'es pas resté au moins 2 ans dans tes dernières expériences, nous, c'est un red flag, on ne t'embauche pas. Parce que sinon, tu es tellement habitué à faire des entretiens que ça va se passer super bien, mais la personne qui est depuis 7 ans dans la même boîte, elle ne sait plus du tout faire un entretien, elle ne va pas être très très performante, mais en réalité, c'est elle qui a probablement réalisé le plus de choses dans son job. Ouais, donc être très méfiant sur la nature de l'entretien, où il y en a qui sont très rodés et qui se vendent très bien, et d'autres qui sont peut-être... On aurait dû le dire à Théodo avant qu'il t'embauche. Et puis les entretiens sont très courts, hein. L'entretien typique, c'est 30 minutes. Ah oui, alors ça, tu dis, c'est dramatique. 30 minutes, c'est vrai qu'on est quand même assez à la surface des choses. Alors moi, du coup, j'ai exprès pris le contre-pied par rapport à ça. Je fais toujours des entretiens de 1 heure. Alors du coup, beaucoup de gens, au bout d'une demi-heure, on a à peu près posé toutes les questions qu'on avait, etc. Et c'est là que du coup, ils sont obligés d'un peu baisser la garde, que le storytelling, il est terminé parce que l'histoire, elle avait un début, une fin.
Et la deuxième demi-heure, c'est toujours là que je découvre le poteau rose. T'as des exemples, une petite anecdote? Oui, sur des gens qui se recoupent, qui ont inventé des trucs. C'était bon. Dès que tu grattes un peu le vernis, quoi. Ouais, c'est un travail d'enquêteur. De toute façon, voilà. Et tu les fais parler, et puis à un moment ils se détendent, et puis là, du coup, tu as la vérité des prix. Donc moi, je cherche jamais à mettre quelqu'un en difficulté. Je cherche juste à comprendre si ce que nous aussi entreprises on achète, c'est effectivement ce que le candidat dit qu'il vend, quoi. Bon, j'ai dans les deux sens. Chez Datalogue, faut que je tienne 1 heure. J'ai compris. Non, mais moi je n'y suis plus, donc. Et tu disais que les bons entretiens doivent être beaucoup plus équilibrés. C'est un peu ce que tu disais. C'est que ça doit être beaucoup plus équilibré. Et tu me disais qu'il y a souvent les bons candidats ont plusieurs offres en parallèle, donc ça va beaucoup plus vite. Et quand tu veux un bon candidat, tu dois faire beaucoup, enfin tu dois te vendre aussi. Et c'est sidérant. Quasiment tous les ingénieurs qui cherchent un job arrivent à avoir 2 offres en parallèle. Aux États-Unis, le marché de l'emploi est phénoménal. En gros, beaucoup de boîtes de tech, elles n'ont pas de plan de recrutement. Leur seul plan, c'est de dire je recrute autant que je peux, aussi vite que je peux. Donc, ils sont prêts à faire des offres à n'importe quel candidat, même sans forcément savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, dans quelle équipe ils vont atterrir, etc. La plupart des boîtes de tech, on recrute comme ça. On recrute une personne, on ne sait pas pour quel job. Donc, ils ont nécessairement une autre offre. Ensuite, ils vont sur Blind, dont on parlait. Alors, Blind, c'est le Glassdoor des ingénieurs. Donc, c'est en fait un réseau social qui permet d'échanger de façon anonyme, centré sur les sociétés. Donc, vous avez une offre de Google et une autre offre de Meta, mettons, et vous allez sur Blind et vous dites, voilà, j'ai une offre, j'ai tant d'années d'expérience, j'ai une offre pour tel job à tel prix, et l'autre, il compare. Et là, tout le monde se met à répondre, c'est un réseau social, en disant, là, tu es en train de te faire avoir, Google aurait pu te mettre 30 000 de plus, ou vraiment, je te déconseille d'aller dans tel endroit chez Meta. Et donc, il y a une espèce de transparence qui s'est mise en place grâce à ces réseaux sociaux, et que du coup, il faut vendre beaucoup plus que juste un salaire. Et quand je parle d'un salaire, c'est évidemment un salaire cash et action, parce que ça, c'est systématiquement, c'est systématiquement aussi avec une partie action ou stock option. Tu parlais de services tout à l'heure, mais ils ont une culture c'est des consuméristes, alors c'est. Oui, c'est très dans la consommation, mais finalement, c'est une logique assez gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les gens y trouvent un intérêt et l'entreprise aussi. Et puis le jour où ça fonctionne plus d'un côté ou de l'autre, les gens se séparent aussi avec beaucoup moins de drames et beaucoup moins de tragédies qu'en France. Ce qui fait qu'ils rebondissent aussi beaucoup mieux parce que ça ne leur a pas non plus peser autant que ça peut le faire en France. Et donc, c'est une logique très fluide. Ça fonctionne fluidement. Mais encore une fois, il n'y a pas de stigma qui est lié au non-emploi, en fait. Et oui, il y a des gens qui sont sans emploi, mais à ce niveau-là ou dans des domaines très techniques, en réalité, tout le monde se bat un peu pour avoir les meilleurs. Donc, mais du coup, ce que tu dis, c'est que c'est quand même vachement difficile de trouver... d'aller creuser, de comprendre les vraies compétences qu'ont fait les gens, etc. Alors t'imagines le petit Frenchie qui arrive et qui poste une annonce alors qu'il n'est déjà pas référencé sur Blind et sur Glassdoor. D'où l'importance du réseau justement et de faire attention à qui on s'adresse au moment où on va recruter, de faire attention, d'avoir bien conscience justement que ces réseaux existent parce que ça n'existe pas forcément en France de la même manière et que c'est très actif. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit va être forcément passé au peigne fin en fait. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un réseau en arrivant qui soit relativement solide, se présenter, être vraiment très actif pour être un peu connu. Ce que tu appelles un réseau pour développer, c'est quoi? C'est la French Tech? La French Tech, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. French Founders. French Founders. Il y a énormément de réseaux qui existent un peu partout où on peut... alors, surtout dans les communautés américaines, parce que c'est quand même ça qu'on va essayer de recruter en premier lieu, c'est quand même dans ces réseaux de talents américains a priori qui seront intéressants pour ces boîtes-là. Donc, se faire un nom dans ces réseaux-là, ça vient pas tout de suite, mais c'est vraiment hyper, hyper important. Parce que sinon, si on n'est personne... ça devient plus compliqué pour recruter, en fait. Et si on cherche quelqu'un de plus senior, à mon avis, il faut nécessairement passer par un cabinet de chasseurs de tête reconnu, qui a un nom, tous les Russell Reynolds et autres, pour attirer des gens plus seniors au début, quand on n'a pas d'image de marque employeur dans le pays, Oui, ils vont faire l'avant-vente.
Pardon ? Ils vont faire l'avant-vente, en fait. Oui, part. oui, Ils sont tout à capables fait. de se porter un peu garant. C'est la tech américaine, c'est quand même un peu la guerre pour recruter des talents, parce que tu parlais de service. C'est quoi le service? C'est au-delà du package? Ah bah c'est le projet, c'est comment la boîte va se développer. Et alors c'est pas la même nature, je pense, de projet qui intéresse en France et aux États-Unis. Je pense que en France, les gens vont être beaucoup plus sensibles à la cause que l'entreprise sert, de type RSE, des choses comme ça, l'utilité sociale, l'impact, etc. Je pense franchement qu'aux États-Unis, ça intéresse beaucoup moins. Je pense que ce qui les intéresse, c'est d'être dans une belle aventure financière et qui du coup il y ait de la croissance et qu'il y ait un bon produit et que eux vont pouvoir gagner beaucoup d'argent. L'argent est un facteur de motivation essentiel. Ouais, c'est un non-sujet là-bas. Enfin, et c'est ou pas un technique tabou. aussi, parce que dans le côté ingénieur, pour le coup, pour des sociétés qui sont plus petites, ils vont peut-être avoir déjà eu une aventure plus lucrative avec une grosse boîte tech et vont avoir envie de développer une partie de leur expertise technique ou autre et rejoindre un projet qui est peut-être plus petit et moins ambitieux au départ en tout cas, mais avec une dimension technologique qui va les attirer. Et ça ils gèrent leur carrière aussi eux-mêmes. Ils ont un sens du marketing d'eux-mêmes qui est quand même assez C'est ce qu'on parlait époustouflant. avec l'autre Caroline, justement, en personal je branding. sais bien et je l'embrasse d'ailleurs, Caroline. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils vont gérer aussi bien leur croissance horizontale que verticale et savoir à quel moment c'est intéressant d'aller travailler chez Google parce que ça fait ça sur le CV ou sur la petite boîte technologique avec des chercheurs qui sont extrêmement réputés dans leur domaine parce que ça va justement les faire donner beaucoup de crédibilité sur certains sujets. Donc c'est toujours le même jeu, c'est des marques tech qui sont encore très puissantes, on parle souvent de Google, il y en a certainement d'autres, et après tu peux jongler entre les petites startups qui ont un projet techno très fort et les grosses majors du secteur. Et la petite boîte, elle va te donner beaucoup plus d'impact et beaucoup plus... non, mais même d'impact sur vraiment la roadmap, etc. Donc c'est très intéressant d'aller aussi travailler dans une boîte beaucoup plus petite et d'arriver à un stage beaucoup plus tôt, et puis on aura beaucoup plus accès aux fondateurs et aux CEO, etc., que quand on est chez Google. Donc c'est pas du tout peine perdue d'essayer de recruter pour des petites boîtes françaises à New York, ça se fait très très bien, mais voilà, il faut juste bien se positionner, quoi. Et si on reprend les différentes étapes, alors du coup t'as envie de t'implanter aux US, tu dis déjà il vaut mieux que ce soit le CEO qui y aille, on comprend pourquoi, parce qu'il y a une mention, déjà personne t'attend là-bas, donc il faut forcément avoir un niveau assez élevé, tu construis ton réseau, tu prends des chasseurs, tu fais passer des entretiens. Plus de 30 minutes. Ouais, plus de 30 minutes. Tu peux nous parler des références. Moi, ça m'a beaucoup amusé. On a échangé sur les références, les prises de rêve. Bon, alors en fait, t'as trouvé le bon candidat. Alors les tu fais une prise de références, Parce que tu as fait la due deal dans ton milieu. Voilà. Les références, forcément, il faut vérifier les choses matérielles du style les dates. Donc moi, ça m'est arrivé de voir des candidats qui te donnent des dates qui correspondent pas à ce qu'ils ont sur le CV, qui elles-mêmes ne correspondent pas à ce qu'ils ont sur LinkedIn. Donc ça paraît super basique, mais enfin, il faut déjà le faire. Et puis, voilà. Et puis ensuite, il y a la prise de référence formelle. Donc là, il va vous donner des éléments, c'est très très structuré aux États-Unis, fournis par les employeurs précédents. Donc parfois, on va retrouver une 4e date qui est encore pas les dates qu'ils avaient mis sur toutes les autres choses. Mais d'un point de vue légal, les entreprises vont systématiquement vous dire que rien, quoi. Enfin, ils vont juste vous donner les dates factuelles, ils vont pas vous dire comment ça s'est passé, etc. Donc après, on passe au back channel, donc ça, tout le monde le fait, c'est-à-dire que back channel, ça va être une référence informelle de savoir comment est-ce que la personne a réellement travaillé. Donc, chacun a ses 3000 ou plus contacts sur LinkedIn, qui eux-mêmes ont 3000 contacts sur LinkedIn. Donc, on arrive assez vite à 9 millions de personnes couvertes. Donc, on y arrive assez vite. Et de passer un coup de fil à des relations pour savoir, voilà, comment est-ce que ça s'est terminé, etc. Alors, Ouais, ce que tu dis, c'est que ça nous arrive souvent en France on prend des références et t'en demandes et on t'en donne. Et les gens sont plus ou moins objectifs, mais en général, ils arrivent à te dire, ce qui fait bien, c'est ça. Ils te donnent les 2-3 points d'attention quand même. Toi, ce que tu dis qu'aux États-Unis, c'est que la référence officielle, ça vaut rien. Exactement. C'est juste. Ouais. Parce qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux et que du coup, s'ils n'ont pas eu le job. C'est partie du storytelling. Voilà.
Oui, puis c'est dans la culture, encore une fois, américaine, d'être plutôt positif. Donc ça va être... et ça, il faut le comprendre aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui vous pose une question, comment était un tel, et il va vous dire, he did a great job. En vrai, potentiellement, ça veut dire que c'était just fine, quoi, en fait. Ah oui, c'est vrai que tu as raison, quand il parle, c'est plus amazing. Dans les termes, voilà. dans les termes donc c'est aussi ça qu'il faut arriver à comprendre quand on a la chance d'avoir quelqu'un justement par ses back channels, c'est d'être bien en mesure d'apprécier le retour qui est fait. C'est pas de dire il m'a dit qu'il did a great job. Bah oui, mais peut-être que c'est pas suffisant en réalité. Donc ça va être hyper intéressant quand même la façon dont ils se vendent aussi de l'autre côté là. Tu parlais un peu de personal branding, ils sont vraiment dans l'excès tout le temps. Tout le monde, je pense que je suis pas loin de... Je n'ai pas de ressources officielles, mais de ce que je sais, de tous ceux que j'ai pu entendre parler de leurs expériences, c'est 100%, ils se font avoir au moins une fois sur le premier, le premier recrutement. C'est très marquant. Il y avait une série sur Netflix, j'adore New York, où ils vendent des appartes à New York, là. Ah, mais oui. C'est un mec avec les cheveux blancs, qui a une super agence là-bas, et tout tu les entends, c'est toujours amazing, c'est toujours great. Enfin, ils sont dans l'excès en permanence, quoi. Donc je me demandais si c'était la même chose dans le recrutement. C'est complètement pareil partout. Ça commence au playground et ça s'arrête jamais. Alors qu'en France, on n'est pas comme ça, tu vois. On est plutôt cherche un emploi, donc tu te mets déjà en position un peu d'infériorité par rapport à la personne. C'est ce que je te disais. Ouais. Backchannel, c'est pas facile quand même quand tu arrives aux US et que tu veux essayer de trouver des ressources, donc tu prends des contacts. Parce qu'en fait, si tu demandes à Russell Reynolds de te prendre des références, ça va être le truc officiel. Oui, il vaut mieux faire ça de façon informelle via du réseau. Et du réseau, en fait, quand on y pense, il y en a très vite beaucoup, parce que les Français à New York, par exemple, que nous on connaît bien, c'est une communauté, les gens se connaissent. Après, il y a les réseaux de tes anciennes écoles, il y a les réseaux par l'école des enfants. Enfin, il y a X réseaux dans la vie. Et en fait, voilà, les Français, c'est quand même très solidaire, je trouve, à New York. C'est une ville qui est dure, qui est pas facile quand on s'installe comme ça. CEO, on arrive en France, certainement ça marche bien. Si on pense à s'étendre aux États-Unis, c'est qu'on a déjà un certain nombre de succès en France. Mais c'est un peu comme quand on est à la fin du CM2, on a le droit du pétrole. Et puis d'un seul coup, on arrive en 6e et là, on est le tout petit, quoi. Donc, il y a vraiment cet effet-là. Donc, il faut pas être perdu en 6e tout petit. Il faut se faire entourer, épauler de réseaux. Et c'est ces réseaux-là qu'on va aussi utiliser parce que très vite, sur LinkedIn, on trouve dans le 2e niveau quelqu'un qui connaît la personne, quoi. Justement, ça fait un lien avec ce qu'on voulait. On a parlé beaucoup RH, mais aussi, tu sais, comment on fait le go-to-market sur un pays comme les États-Unis, parce que on est beaucoup d'entrepreneurs à avoir ce fantasme de New York, la Silicon Valley et tout ça. Mais donc, premier conseil que tu donnes, c'est déjà de dire, ça va de soi se faire un réseau là-bas. Il y a d'autres conseils quand même, des petits tips un peu astucieux qu'on peut donner pour aller mettre sa start-up à New York, par exemple. Justement, c'est peut-être d'envisager de ne pas la mettre à New York. Je dirais presque que c'est la première question à se poser. Et ça, pour le coup, exactement. Et pour le coup, c'est de plus en plus ouvert comme question qu'il y a une dizaine d'années où c'était forcément la vallée ou New York peu après. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de marchés, de villes potentielles qui peuvent accueillir une start-up française. Et ça va vraiment dépendre de beaucoup de facteurs parce que New York, oui, c'est une profondeur de marché absolument extraordinaire avec quasiment toutes les industries y sont représentées. C'est 6 heures de New York, en tout cas de Paris, pardon, dans ce sens-là. 6 heures de décalage horaire, il y a plein d'avantages, mais ça coûte très cher. 2, c'est pas forcément là où les clients sont. Par exemple, Atlanta est un hub extraordinaire d'industrie aussi, et c'est un État aussi qui est quand même très pro-business. Le Texas est très pro-business aussi. On a Boston, évidemment, qui est quand même relativement connu. Puis après, si on sort même des États-Unis, Montréal, Toronto sont très dynamiques. Donc, il faut déjà se poser la vraie question. Et j'entends beaucoup, et c'est peut-être pas une erreur nécessairement, je suis toujours ravie de les voir arriver. Moi, venez à moi, s'il vous plaît. Mais la première question, souvent j'entends, je vais mettre ma boîte aux États-Unis et j'ai toujours rêvé d'habiter à New York. Mais je pense que c'est vraiment la dernière question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est là où j'ai envie d'habiter, en fait? Parce que c'est pas forcément là où ce sera le plus facile de faire du business. D'accord. Ah oui, donc c'est la première question, c'est de pas forcément comment tu fais pour mapper un peu la bonne ville? Parce que les États-Unis, c'est vers la France, quoi. Je pense que comme disait Armel, quand on a
avoir déjà des velléités sérieuses de s'installer aux États-Unis et d'étendre son business aux États-Unis, c'est qu'on a quand même déjà un peu... Une bonne assise déjà. Oui, on a déjà vu un peu quelque chose et du coup, on a fait des études de marché, on sait où sont ses clients potentiels, voire même déjà une base de clients qui existe et j'en vois de plus en plus qui partent en ayant déjà 20-30% de leur chiffre d'affaires qui vient côté américain. Donc, ils sont déjà plus ou moins... Pardon ? Et du cash aussi, quand même. Et du cash, parce qu'ils ont fait leur levée, leur série A ou je ne sais pas. Oui, et la concurrence aussi. Par exemple, chez Arcadin, notre hub américain, c'était Atlanta, parce que les autres concurrents étaient plus basés à Atlanta. Si on est plutôt dans la MedTech, ça va être plus le Texas. Enfin, ça dépend vraiment aussi de... Oui, c'est-à-dire que la tech s'est étendue sur plein de pôles. Ouais. Le spatial, c'est là où ils sont. Ça va être le Texas ou la Floride. Exactement. Mais c'est un peu partout, mais c'est aussi un peu New York en vrai. Ouais. Donc ça dépend de qu'est-ce qu'on veut réellement développer et via qui en fait. Donc après le reste se fait relativement facilement. D'abord parce que d'un point de vue, pour revenir un peu au RH, d'un point de vue talent, les Américains sont mobiles, extrêmement mobiles finalement. Donc ils peuvent traverser les États-Unis. Si c'est l'offre est intéressante, c'est pas forcément un problème de se relocaliser en fait. Ils ont fait leurs études. Partout, de toute façon. Exactement. Il y a des universités, University of Michigan par exemple, qui est très tech. On va avoir Caltech, on va avoir côté Est, évidemment, on n'a plus rien à prouver, San Francisco et le reste. Donc, il y a University of Virginia, là, ou je sais pas quoi. Bref, il y en a partout. Donc, c'est pas, encore une fois, ça aussi, c'est une grosse différence avec la France. En France, on est quand même si les régions se développent de plus en plus, c'est quand même très centralisé sur Paris. Là, c'est encore moins le cas aux États-Unis depuis quelques années. Ça change un peu en France, mais doucement. Par contre. On a eu pas mal. Je reviens un peu. L'aspect un peu pratique, on avait pas mal d'entrepreneurs, notamment Eric, là, chez Geek Guardian, qui nous avait expliqué comment il était parti aux US, qui font un peu l'erreur, enfin c'est lui qui nous l'a raconté, c'est en gros je vais aux États-Unis mais je vais pas m'implanter tout de suite parce que j'ai quand même mon business en France, donc je vais essayer de trouver un sales, et donc du coup il achète un sales hyper cher, et donc déjà c'est en termes de budget c'est considérable, surtout pour des startups françaises, et avec une job desk qui est pas très définie, c'est-à-dire qu'en fait le rôle de sales a l'air d'être très différent aux US de celui qui peut être en France, avec des gens qui sont pas forcément très techniques. En France, des profils plutôt, c'est lui qui nous expliquait les profils technico-commerciaux, et aux États-Unis, les compétences sont pas les mêmes, les budgets sont très chers, et il me disait tu fais ça, puis au bout d'un an le gars il a rien ramené, et tu te retrouves à repartir à zéro. J'imagine que c'est un showstrap que vous voyez souvent. C'est quoi les conseils que tu donnerais? On commence par un sales. Déjà, tu commences par un sales, effectivement, et tu le mets à 50-50. 50% fixe, 50% variable. Donc déjà, ça limite un peu ton risque. Ensuite, si tu as la partie actionnariat, tu la mets avec évidemment rien la première année, donc le temps qu'il puisse vester son equity. Donc ça, c'est deux façons de limiter le risque financier. Après... oui, ça restera toujours. Enfin, le recrutement n'est pas une science exacte, hein, donc certains, enfin, on se fait tous tromper, et même après des milliers de recrutements, on continue à se tromper. Donc c'est pour ça que si le fondateur ou un autre C-level français est aux États-Unis, il va pas mettre un an, je pense, à se rendre compte que le sales n'est pas le bon sales. Il faut vraiment être proche de ces premières équipes qu'on recrute pour voir comment elles fonctionnent, aller avec eux au rendez-vous client, etc. Et là, à mon avis, en 3 mois, on s'est vite rendu compte si la personne savait faire ou pas du tout, quoi. Après, ça, c'est un point intéressant, la rémunération. Ça, c'est le premier aussi, la première question. Alors, non seulement côté fondateur ou C-level, quand ils s'expatrient sur le sol américain, c'est combien je dois gagner pour m'en sortir là-bas. Petite réponse, beaucoup. Mais cela dit, les salaires aussi sont pas forcément... Enfin, je pense qu'il faut absolument s'enlever le référentiel français. Quand on parle de rémunération aux États-Unis, ça va être forcément indexé sur ce que cette personne est censée vous rapporter. Donc, si ce sales vous demande $1 million par an, quel que soit le package qui est offert, bon, bah forcément, il faut qu'il vous rapporte aussi que les objectifs soient mesurés sur cette rémunération. C'est un vrai chiffre que tu donnes, ou c'est un chiffre qui peut exister? Non, c'est pas... Genre, je me permettrai pas de donner des chiffres
Non, ça peut exister potentiellement. Ça, pour le coup, tout arrive là-bas, j'imagine. Mais il faut pas s'étonner. Et aussi, il n'y a pas du tout de corrélation entre je suis moi le CEO cofondateur d'une start-up, donc je dois être la personne la plus payée dans l'entreprise. Mais ça marche pas du tout en fait. Peut-être pas chez Datadog parce que c'est déjà une grosse boîte, mais sur des structures plus petites, si le sales est la personne la plus importante qui va faire en sorte que c'est elle qui va rapporter du business et moteur de la croissance, il n'y a absolument aucun tabou sur le fait qu'avec la partie variable, cette personne gagne plus d'argent que... comme dans les banques où c'était généralement les traders qui gagnaient plus exactement. Que le manager. Quoi. Et c'est totalement ouvert, il faut être assez détendu par rapport à ça. Il faut juste avoir bien construit son plan de commissionnement pour que le pourcentage qui revient dans la poche du sales soit correct. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça c'est un peu tabou en France, où des fois tu te dis que ton collaborateur gagne plus que toi, t'es pas à l'aise avec ça. Alors que là, c'est complètement dans les mœurs. Absolument. Et tu puis dis, après, s'il te ramène de l'argent, tant mieux. Il va te faire gonfler ton equity à la fin. Quoi. Il y a une expression, it's how you finish that counts. Et c'est exactement ça. On s'en fiche de savoir ce qui a été fait ou quoi. C'est à la fin, est-ce que le business va très bien et ça va finir par servir tout le monde. Bien, tant mieux. Ouais, tu le payes très bien. Et on est très content de payer les employés, en fait. Ouais, mais là, c'est une différence culturelle, par contre. Mais je pense pas. C'est juste que c'est pas le retour, encore une fois, est pas le même. On est content de payer, c'est un vrai reward. Les Américains sont très contents de travailler. C'est très important pour eux. C'est pas pour un aspect social, mais ça fait partie de leur vie. H24. Leur travail, c'est vraiment très important. Ça veut pas dire que c'est toute leur vie, mais ça fait vraiment, c'est très important pour eux. Il n'y a pas d'opposition, en tout cas, entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est beaucoup plus intégré, quoi. Ouais, d'ailleurs, tu le vois beaucoup même dans les bureaux qui sont conçus. Ça fait rêver tout le monde. Les bureaux, tu mélanges vie perso et vie pro, quoi, dans beaucoup de boîtes. Quoi. Ben c'est juste que quand je reviens à Paris, c'est assez intéressant. Les Français travaillent beaucoup en nombre d'heures. En revanche, quand c'est fini, c'est fini. On claque la porte et il n'y a pas de mélange possible. Alors que là-bas, ils ont moins de vacances, etc. Donc, ils sont beaucoup plus ouverts au networking qui peut être potentiellement pro pendant le week-end, etc. Mais c'est fait d'une manière qui est beaucoup plus, finalement facile. Oui, c'est plus facile. Tout est un peu confondu. J'ai une question, parce que tout à l'heure, on a un peu abordé cette idée du fait qu'aux États-Unis, on parlait de la période d'essai, je crois, était plus courte qu'en France. Il y a quand même un aspect qui est... Non, ça, il n'y en a pas carrément, parce que c'est des contrats at will. Oui, c'était pas la période d'essai, c'était la période de préavis. C'était la période de préavis. Voilà. En fait, il y a quand même un aspect qui est, je pense, créer une sécurité, c'est le CDI quand on est en France, qui fait que, quelque part, la personne a une garantie de protection sur son travail, donc est un peu plus détendu pour créer des relations long terme et honnêtes avec son management et avec ses collaborateurs. Comment on gère justement côté... C'est dit en France, tu peux acheter ton appart. Oui. Moi, je pense que c'est l'inverse, justement. Comment on gère aux États-Unis, je pense, ce côté-là, où en fait, on peut changer de job très vite, des deux côtés. Est-ce qu'il y a des différences qui peuvent se percevoir, comme plus tu as travaillé dans les gros groupes français, donc tu as pu voir les oppositions. Est-ce que c'est quelque chose qui se ressent? Oui, moi je pense qu'à l'inverse, le marché du travail américain est beaucoup plus sécurisant pour le salarié. Parce qu'il n'y a pas de période d'essai, il n'y a pas de contrat en gros. Donc on peut être viré demain matin. Alors qu'en France, on est protégé théoriquement. Sauf que si on ne s'entend pas bien avec son entreprise et qu'on est maintenu en poste en mode survie parce que de toute façon, on n'a pas envie d'aller au prud'homme et de virer la personne, c'est absolument pas un confort pour le salarié. Donc aux États-Unis, au moins, on sait que les gens qui travaillent dans une entreprise, l'entreprise les garde parce qu'elle a envie de les garder et pas parce qu'elle a besoin de les garder. Et à l'inverse, si l'entreprise n'a plus envie de garder la personne, le salarié va retrouver un autre job ailleurs puisqu'il y a un taux de chômage qui est beaucoup plus faible. Donc finalement, cette fluidité, je pense qu'elle est gagnante et pour l'entreprise et pour le salarié. Ouais, c'est assez simple. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est contre-intuitif sur le fait qu'on dit qu'en France, on est bien protégé, etc. Mais Exactement. ce que tu dis, c'est qu'en fait, la fluidité apporte plus de sécurité, Tout à fait. Avec un taux de chômage faible, hein, évidemment. Parce que si tu as 10% de chômage, tu as des gens qui peuvent être très bons et qui ne trouvent pas de boulot. Juste une question par rapport à ce fonctionnement-là qui est très américain. Mais du coup, tout l'écosystème issu, par exemple, tu vois, en France, tu n'as pas un CDI, que tu es entrepreneur, une banque ne va pas te prêter pour acheter un appart. Ouais, alors que là-bas, ils s'en foutent. C'est pas du tout lié à ça, c'est lié à ton credit rating que tu commences quand tu as 13 ans avec ta carte de crédit où tu vas acheter des bonbons. C'est tout un autre système, en fait. Oui, puis le côté prêt de la banque, il est...
Enfin, les entrepreneurs, le marché même de l'investissement est pas du tout le même. On trouve plus facilement quand même des capitaux aux États-Unis, malgré tout. C'est quand même encore là où ça se passe le mieux. Le rapport à l'argent, le rapport, encore une fois, à l'entreprise est pas du tout le même. C'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus fluide. Donc forcément, on n'est pas obligé de rester dans cette relation qui peut parfois être toxique. Ouais, comme tu le dis, ouais, on n'ose plus partir, le placard et le harcèlement. Alors, en fait, c'est basé sur la peur, beaucoup, pardon. C'est basé sur la peur ici, beaucoup. La peur de perdre quelqu'un ou la peur de... c'est un peu de la méfiance, finalement. Enfin, chacun raisonne sur des mécanismes un peu plus de peur que d'envie. Donc, c'est un pays qui est quand même qui marche beaucoup au positif. Alors, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure de you're great. Bon, en vrai, ça veut dire que t'es juste passable. Mais en même temps, voilà, on met du positif dans le positif pour créer un peu cette dynamique. Moteur et cette envie d'engager. Alors là, bien sûr, on parle de gens diplômés et dans la tech, etc. On n'est pas en train de parler de gens qui, voilà, c'est entre guillemets plus facile quand même. Hein. Ouais. Et tu peux revenir justement sur ton expérience. T'as passé combien de temps chez Datadog du coup ? 5 ans. 5 ans, ouais. T'as eu la chance de bosser dans une des belles boîtes américaines de la tech, même si elle est fondée par des Français, ce qui est toujours agréable. Mais c'est une boîte américaine, Mais c'est une boîte américaine, ouais. Et c'est quoi au niveau du talent retention, les best practices que tu pourrais nous donner, notamment, tu vois, les jobs tournent vite, comme tu le disais. Comment on fait pour retenir ? Il y a beaucoup de promotions, il y a des plans de carrière, on est beaucoup plus attentif justement à garder les bons talents. Comment Oui, il faut vraiment les développer, il faut vraiment leur donner des opportunités d'aller faire plus, d'étendre leur scope, de faire autre chose. Il faut leur faire confiance et il faut vraiment l'aspect financier est quand même essentiel aux États-Unis. Je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est que vous avez des gens qui peuvent vous dire le lundi qu'ils sont tellement heureux dans leur job. Ça m'est arrivé concrètement que tout se passe bien, c'est formidable, etc. Et le vendredi, ils vous disent je suis vraiment désolé, mais je pars. Ah bon, mais lundi t'étais très heureux. Oui, mais j'ai une offre que je pouvais pas refuser. Enfin, le marché est d'une rapidité incroyable. Personnellement, je crois que j'avais en moyenne deux chasseurs par semaine. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. Et c'était pas moi personnellement, c'est parce que une fois qu'on a un label Datadog, voilà, ça. Donc, ils sont tous comme ça, ils sont tout le temps harcelés par des recruteurs. Et donc, du coup, ils peuvent partir très facilement. Donc, développer, leur proposer plus de choses et puis les rémunérer à hauteur de ce que le marché les rémunère. On ne peut pas se battre contre le marché. Si on se bat contre le marché, on aura forcément des mauvais. Ouais. Donc le marché, on peut trouver choquant de payer $250 000 pour un recruteur, ça fait très cher, mais c'est le marché, c'est comme ça. Mais ce que tu dis, c'est que par rapport peut-être au marché français, où effectivement l'ADN de la société, le projet, l'engagement, etc. compte beaucoup, et t'as pas mal de gens qui ont envie de travailler dans une certaine boîte et qui n'iraient pas travailler. Tu dis, le marché américain, c'est beaucoup plus fluide, et ça va beaucoup plus rapidement. Et du coup, t'as mis quoi comme stratégie ? Ça veut dire que en termes d'accompagnement des salariés, t'es très très proche des salariés, du coup. Il faut s'occuper des salariés. Donc, par exemple, nous, on avait un RH pour 250 salariés. Donc, le RH est là en juge de paix si besoin, il est là en conseil, il est là en coach, etc. Et donc, vous faites x10 vos effectifs, vous rajoutez x10 le nombre de RH de proximité pour vraiment pouvoir connaître le salarié, comprendre de quoi il a besoin et répondre à ce besoin avec son management. C'est jamais les RH qui mettre en place, ça va être le manager qui va le faire, mais rester proche de ce salarié, s'intéresser sincèrement à son bien-être. Par exemple, nous on faisait 2 études annuelles d'engagement salarié. On prend 8000 commentaires. Moi et plusieurs autres personnes, on lit les 8000 commentaires. C'est-à-dire que chaque commentaire posté par un salarié nous importe et on essaye de les adresser et de vraiment résoudre les problèmes qui sont remontés. Très bien. Impressionnant. Tu veux conclure, Juju ? Ouais. C'est à toi de faire la synthèse. Tu sais, moi, je sais, en anglais, s'il te plaît. Vas-y, let's go. Non, mais en tout cas, ce que vous avez dit, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une grosse différence culturelle et qu'il faut vraiment bien l'appréhender. Et une culture, comment on pourrait dire ? D'un côté, tu as un personal branding où tu te vends, et de l'autre côté, il n'y a pas l'émotion qu'on a en France, mais finalement, il faut qu'on matche vraiment avec une mission et un engagement hyper fort. Donc, c'est plutôt cool. Moi, je trouve ça très sain, quoi. Donc, j'ai l'impression, en vous écoutant, que tu rejoins plus une vraie aventure entrepreneuriale
que d'aller chercher un métier. Je sais pas si vous voyez, tu rejoins plus la mission de la boîte que finalement le job en lui-même. Et c'est ça qui est la différence culturelle, et c'est comme ça qu'ils font aussi la chasse au talent. Ce que j'ai retenu aussi, c'est quand même, c'est un peu la guerre quand même là-bas. Enfin, faut pas se le mentir. J'ai pas peur du mot, quoi. Donc il y a toute une autour de ça, le salaire n'est pas un tabou, et puis tu as toute une dimension service et expérience qui se met en place autour du collaborateur. C'est pour ça, d'ailleurs, nous, on regarde beaucoup ce qui se passe à chaque fois, les bureaux de Google, ça fait rêver tout le monde. On croit que c'est gadget en France, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout dans ce que vous dites. Ah, mais c'est complètement dingue, c'est un hôtel 5 étoiles. Hein, oui, c'est pas juste un coup de com qui se sont payés. C'est pas 4 snacks, c'est 200 sortes de snacks, 200. Ouais. Tous à dispo tout le temps, et on change tout le temps. Mais c'est intéressant. En vérité, tu vois, ce que je retiens de l'échange, c'est que ça fonctionne comme des communautés, j'ai l'impression, les boîtes. Pas comme des entreprises françaises. Alors là, on parle quand même de boîtes, encore une fois, qui sont déjà assez conséquentes, donc elles ont mais même les moyens. Petites, j'imagine, ouais, tu peux... Mais il y a ce côté, effectivement, de sortir ensemble, de créer des liens. Il faut être une cohésion qui est hyper importante. Et, une cohésion culturelle, peut-être un match culturel qui est plus fort qu'en France, où tu vas plutôt choisir un métier, que là, vraiment, tu vas choisir vraiment une boîte. Mais ça, c'est la force des Américains, c'est que le côté culturel, eux, ils n'ont pas de problème à s'adapter à d'autres cultures, globalement. C'est surtout dans les milieux dans lesquels on travaille, dans la tech, c'est quand même relativement ouvert. Et c'est peut-être plus nous, quand on arrive là-bas, où on n'est pas habitué forcément à accueillir et des inclure gens différents, très différents. Voilà, des manières de travailler un peu différentes, des personnes qui parlent des langues différentes, qui ont des cultures différentes. Tout ça, ça fait partie de l'expérience aussi. Ils atteignent un niveau de performance dans tout ce qu'on leur propose énorme. Donc, ils cherchent pas quelque chose de un petit peu amateur, etc. Ils ont un niveau de service qui est phénoménal. Quand on arrive au restaurant, dans les 30 secondes, on a commandé son cocktail, de l'eau plate et la carte. En France, on attend 10 minutes en espérant que le serveur arrive, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est la même chose. Tout se consomme. Le job aussi. Et donc, ils attendent en contrepartie un niveau de performance sur ce job. Ouais, mais c'est bien, quelque part, ça t'entraîne à avoir toujours un niveau d'exigence dans le service qui est très fort. Absolument. Et après, toi, ce niveau de performance, tu veux le remettre dans ton job aussi. Tout à fait. Mais du coup, ça veut dire, et on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'il faudra faire un deuxième épisode. Le teasing, c'est vrai, j'étais pas mal. Mais c'est aussi de comment maintenir, une fois qu'on est allé là-bas, on a quand même toujours des bureaux ici et des employés ici. Et du coup, de maintenir cette cohésion entre les équipes américaines et les équipes françaises ou ailleurs. Mais ça, ce sera au prochain épisode. Ouais. Moi, j'ai retenu quand même tout un volant de tips pour un entrepreneur qui voudrait aller aux US, de bien lire son marché, de passer par des chasseurs, l'importance du réseau et choisir la ville. Ouais, tu vois, l'entretien et même l'entretien, la façon, la ville, la façon dont tu passes tes entretiens, la façon dont tu prends les références, l'aspect de comps, quoi, de combien tu rémunères, etc., d'être vraiment au marché. Moi, j'imagine que tu commences pas à lui dire, je te propose, les prix sont très normés. Tout un tas de tips pour des entrepreneurs qui voudraient aller aux US. Je te vois bien Kentucky, toi, je sais pas pourquoi. Tête de cow-boy. Peut-être juste deux questions. Est-ce que vous recommanderiez un livre pour un entrepreneur qui serait en France et qui s'installe aux États-Unis pour comprendre peut-être la culture et le mindset? Martine à New York. Armel. Personnellement, je vais dire un livre de Camus, un truc comme ça, complètement différent, qui justement permet de, quand on est plongé dans ce quotidien extrêmement transactionnel, concret, très opérationnel, etc., parfois ça nous choque quand même en tant que Français, où on a été habitué à faire des dissertations, quoi, dès le plus jeune âge. Donc avoir, quand on est chez soi le soir, cette compensation, si on aime Camus ou qui on veut d'autres, moi je trouve que ça donne un bon équilibre, ça permet de garder les pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles. Non mais il y en a 150 des livres, et je pense que ma maman, qui est malheureusement décédée, mais me disait toujours que l'expérience des autres, c'était comme un peigne pour un chauve. Mais c'est un peu ça, en fait, des bouquins. Il y en a plein qui vont vous dire comment faire, etc. La réalité, c'est que il faut venir. Il faut effectivement, aujourd'hui, on a quand même accès à énormément d'informations. Il n'y a pas de livres, il y a des podcasts, il y a du contenu qui existe. Au Galion, je sais qu'ils ont énormément de contenu aussi. Et tous ces réseaux-là, aujourd'hui, sont riches de contenu. Au final, les startups, aujourd'hui,
et de plus en plus ont des investisseurs, des fonds d'investissement qui se targuent, vrai ou faux, mais en tout cas qui se targuent d'accompagner aussi leurs entreprises dans cette accélération, profiter du réseau, des operating partners, il faut taper là où on a réellement du contenu à disposition et très low hanging fruit, c'est à portée de main. On a beaucoup de choses à disposition aujourd'hui. C'était pas le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, on peut plus dire qu'on ne savait pas. Et peut-être justement un entrepreneur français qui a développé une boîte aux États-Unis que vous pourriez nous recommander. Ah, mais j'en ai plein. Oh là là, mon Dieu, il y en a tellement. On a parlé la dernière fois de Dataiku, évidemment, Florian Douetto, parce que c'est intéressant. On n'a pas parlé non plus de cette marque employeur, mais il y en a beaucoup qui font le choix de quelque part d'être assez neutre en termes d'origine, parce que effectivement, ça peut créer parfois une mécompréhension en fait de là où on vient, d'avoir des clichés, etc. Donc voilà, Dataiku, c'est une boîte qui est française et pourtant qui est complètement neutre. Donc Dataiku, c'est une super boîte. J'ai la chance d'avoir comme coprésident Benjamin Fabre de Datadome, cybersécurité. On a Erwan Kerodi aussi dans la cybersécurité d'ailleurs. Enfin, je sais pas, il y en a des millions. On avait Jonathan Cherki, Jonathan Cherki, très belle aventure. Évidemment, Jonathan Cherki. On a Nabla aussi qui est venu s'installer. Nabla, qui est Delphine Groll, Alex Lebrun. Delphine qui vient de s'installer à New York là depuis cet été. Nabla, tu peux, parce que ça me dit quelque chose. AI dans le domaine médical. Ah, oui, ils font l'assistant AI pour les médecins. Ils ont un gros réseau. On en avait une aussi, tu sais, une avocate qui était venue, qui avait une boîte d'avocats, Dornano. Qui était partie, Raphaël Dornano, c'est une super amie. Elle est formidable. Alors, elle n'a pas une start-up puisqu'elle offre un service de consulting financier. Financier. Au début, je m'en souviens qu'elle partait s'installer à New York. Ça a été la première partenaire de la French Tech à New York. Elle est extraordinaire, Raphaël. Salut Raphaël. Son podcast. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'image de la France, d'un point de vue business, n'est pas celle qu'on aimerait, quoi, honnêtement. Donc la France, ils adorent, mais ils adorent pour les sacs Vuitton et la bouffe et le tourisme, etc. Donc je pense qu'effectivement, ne pas se positionner trop comme français, c'est triste à dire, mais c'est la réalité, c'est mieux. Et du coup, de se présenter effectivement comme une boîte mondiale ou une boîte américaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.